Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Accès Direct. On va parler de plein de choses encore aujourd'hui. On va mettre en lumière tout ce qui se fait dans nos beaux départements. Vous en avez l'habitude, cette émission c'est la vôtre. Alors n'hésitez pas à venir commenter sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, l'émission est en direct, donc vous commentez. Si vous avez des questions pour nos invités, n'hésitez pas. Ou sur Twitter avec le hashtag Accès Direct. Au programme aujourd'hui, Cécile Bouget, présidente du Club de la Presse, sera avec nous. Elle nous a fait une sélection des articles qui l'ont marqué cette semaine. Et puis je recevrai Julie Mazet, médecin généraliste. Elle nous rejoindra pour parler des différentes réformes de la santé. Et puis enfin, Fanette sera avec nous sur ce plateau pour nous raconter les coulisses de sa série consacrée au bio. Mais avant, les titres du JT. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Ça va? Bien et toi? Très bien. Alors on débute avec la carrière d'Anglefort. Exactement, donc on se rend entre l'Ain et la Savoie avec Kimberley Trivio. En fait, c'est un projet qui a fait beaucoup polémique ces dernières années, mais les travaux ont débuté et ils devraient durer 30 ans. Donc Kimberley Trivio va nous expliquer tout le processus. On aura le temps d'en parler 30 ans. Oui. Et puis on vient d'en parler dans le sommaire. Le deuxième titre, c'est sur la série de Fanette. Exactement, et on se rend cette fois-ci dans les coulisses de l'entreprise Frambiola. Donc c'est sur la commune de Doussard. Ils font des pâtes de fruits bio. Donc c'est un reportage assez gourmand et très très beau. Surtout à un mois de Noël. C'est ça. Ça donne envie. C'est d'actualité. Alors, l'actu, ça se passe aussi chez nos confrères. Et on commence avec un article, un fait divers avec un policier. Exactement, on se rend à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Donc 2 enquêtes ont été ouvertes après la mort d'un homme de 22 ans ce mardi soir. En fait, un policier a ouvert le feu sur un véhicule qui refusait d'obtempérer. Un des occupants a été tué, les autres ont pris la fuite. En fait, tout cela s'est passé à l'issue d'une course-poursuite. L'un des véhicules de la BAC bloquait la rue et une voiture de policiers suivait les fuyards. En fait, les fuyards fonçaient directement sur les membres de la BAC qui étaient eux à pied devant leur voiture. L'un des policiers a tiré, il a touché mortellement l'un des occupants. Donc voilà, donc 2 enquêtes ont été ouvertes. Véronique Denisot, procureure d'Annecy, a souligné que juste avant de faire feu, le policier avait vu l'un des passagers sortir une arme de poing. Et puis un deuxième article bien plus sympa avec un défilé de mode. Exactement, donc c'est Majouba Chokri, une Marocaine de 32 ans qui a lancé The Geneva Oriental Fashion Show. Donc c'est un défilé de robes orientales. Elle a mis 10 mois à mettre sur pied ce projet. Elle a dû convaincre plusieurs ambassadeurs et diplomates de pays arabes, évidemment, pour qu'ils y assistent et qu'ils soutiennent son idée. Paris réussi, donc c'est une belle histoire. Donc jeudi soir, l'hôtel Kempinski va accueillir les dernières créations d'une dizaine de couturiers arabes méconnus du public occidental, évidemment. Ils viennent du Maroc, d'Algérie, d'Oman ou encore du Soudan. C'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire, ouais, et l'article est très sympa. Et puis avec toi, Pauline, on parle de David Poisson. Oui, on reparle. Vous le savez, David Poisson, tragiquement décédé la semaine dernière lors d'une chute à l'entraînement. Alors, ses coéquipiers continuent à lui rendre hommage et à penser à lui. C'est le cas notamment d'Alexis Pinturo, qui poste cette très belle photo lors d'un lever de soleil. Il y a également l'équipe de France de ski de fond qui a posté cette autre photo où ils forment un cœur tous ensemble avec les skieurs, les entraîneurs, les personnes qui font à manger, etc. Et puis, parce qu'ils disent qu'ils reprendront bien évidemment la compétition ce week-end, notamment avec une pensée pour leur ami dès ce week-end. Très belle pensée. Et puis un autre article qui nous invite à aller vivre en Suisse. Oui, exactement. Si tu cherches une maison ou un appartement, le maire d'Arbignon, dans le Haut-Valais, a décidé d'accorder de très généreuses subventions à toute famille qui s'engagerait à y élire domicile pour au moins 10 ans. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça paraît un joli cadeau. Alors chaque année, en fait, sa population diminue. C'est un très petit village, il y a seulement 240 habitants. Et cette année, 3 familles sont parties. Du coup, ils ont dû fermer l'école communale. Alors du coup, à l'initiative de plusieurs jeunes, la commune a lancé une pétition pour demander au conseil municipal d'élaborer une stratégie. Alors du coup, le but, c'est d'enrayer le départ de ses habitants, d'en attirer de nouveaux. Donc pour l'installation de nouveaux foyers dans le village, le montant de la subvention varie tout simplement en fonction du foyer. Il prévoit d'offrir 25 000 francs suisses par adulte, 10 000 francs suisses par enfant. Donc par exemple, une famille composée de 4 personnes se verra dotée de 60 000 €. Donc c'est pas mal, c'est une jolie subvention. Alors il y a quand même des contraintes, attention, on va pas vous donner 60 000 € comme ça. Il faut faire construire ou acheter une maison d'au moins 170 000 €. Mais bon, avec une subvention de 60 000, ça fait moitié prix, donc c'est pas mal. Seules les personnes de moins de 45 ans pourront bénéficier de ce système. Et ça sera voté si les 240 habitants d'Arbignon valident fin novembre lors d'un vote populaire la stratégie de la municipalité. Donc si fin novembre c'est validé, on sait où tu pourras aller habiter, Olivia. Eh ben, écoute, très bonne idée, ouais.
Merci Pauline du conseil. Très bien. Et je rappelle qu'on parlera de Jean-Louis Oui, Nivelle et voilà, aussi, évidemment. de Jean-Louis Nivelle dans le JT tout à l'heure. Avec toi d'ailleurs. Très bien. Merci beaucoup. Olivier, à tout à l'heure. On va continuer à parler de la presse avec Cécile Bouget. Tu peux rentrer sur le plateau, c'est ton tour. Bonjour Cécile. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, merci. Alors du coup, hop, on va parler avec toi donc de 3 articles. Nous avons fait une petite sélection et tu es président, je rappelle, du club de la presse des Pays de Savoie. Et donc on commence avec un article dans le Dauphiné Libéré. Oui, un article cap sur la destination 4 lacs et montagnes. Dauphiné Libéré de ce jour, donc qui fait écho à la séance qui a eu lieu lundi avec le conseil d'orientation annuel de l'Office du tourisme du lac d'Annecy, donc qui a réuni donc ses forces vives, mais aussi celles du territoire, pour parler, pour faire un bilan, puisque c'est quelque chose qu'ils font de manière annuelle, comme je l'ai dit. Et donc durant cette séance, ils ont parlé de plein de choses, dont 2 gros projets qui concernent notre territoire. Donc le premier qui est la destination 4 lacs qui avait déjà été, dont il avait déjà été question l'an passé. Donc là il s'agit d'une promotion, on va dire, du territoire touristique autour des 4 lacs des Pays de Savoie, Annecy, Aiguebelette, Aix-les-Bains et le lac Léman. Et c'est porté par Savoie-Mont-Blanc. Et puis le deuxième projet qui, lui, va être officiellement lancé le 6 décembre, qui est donc une nouvelle marque de territoire qui s'appelle Annecy Lac et Montagne 2020, portée par un certain nombre de collectivités, dont les grandes intercommunalités comme le Grand Annecy, la Vallée de Thône et j'en oublie. Et donc là, de la Clusaz aussi, le Grand Bornand. Voilà, le Pays de Faverges. Et donc qui, comme l'époque est à la fusion, à la mutualisation, au rassemblement, tout ça. Et ben voilà, ça se pratique évidemment aussi sur la partie tourisme. Donc ce qu'Isabelle Davier, donc du Dauphiné Libéré, nous redonne un petit peu en mémoire, c'est quelques chiffres que peut-être on ne connaît pas ou mal. Moi, j'ai retenu 600 millions d'euros de retombées économiques pour notre territoire bassin annécien au niveau du tourisme, 700 emplois que l'on aime bien appeler non délocalisables. 2,7 millions de visiteurs, près de 3 nuitées, donc des séjours relativement courts. Et puis, ce que moi je vois en filigrane de tout ça, c'est une démarche non seulement volontariste, mais qui s'engage vraiment dans une démarche très très marketing, puisqu'on le voit même dans certains thèmes, puisqu'on parle maintenant d'expériences mémorables donc pour nos touristes, qui ne sont plus des touristes, mais des visiteurs, voire des habitants temporaires. Donc on est vraiment en plein dans le marketing territorial comme on l'aime. Très bien, donc un article à lire dans le Dauphiné Libéré de ce jour. Oui. Et puis le deuxième article, on parle des violences conjugales. Oui, sujet moins drôle s'il en est. Tout ça parce que, évidemment, le 25 novembre, c'est la journée mondiale de lutte, enfin, en tout cas, le terme exact, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, qui est donc une journée qui a été créée par les Nations Unies. Et donc, un certain nombre d'actions, de manifestations se déroulent partout sur la planète. Et donc, en Haute-Savoie, notamment, donc, 2 choses importante. Aujourd'hui, c'est une commission départementale a été installée par le préfet, une commission qui vise à, entre autres, accompagner les victimes de ces violences. Et puis, demain, une mise en commun d'expérience entre la France et la Suisse, toujours au sujet des violences et de l'accompagnement des victimes. L'occasion, évidemment, de rappeler des chiffres qui font franchement pas rigoler. 225 000 femmes âgées entre 18 et 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de violences physiques et ou sexuelles, commises par leur partenaire actuel ou ancien. Et puis 123 femmes qui ont été tuées par leur partenaire en 2016 et 34 hommes. Et puis nous, demain, on recevra une personne de SOS Femmes Violences, si je ne me trompe pas, pour parler justement de ce sujet, effectivement, qui est d'actualité, malheureusement. Ouais. Et on termine avec la Banque alimentaire de Savoie. Oui, un appel à bonne volonté relayé par France Bleu Pays de Savoie, juste pour préciser que le papier précédent était d'ODS Radio. Et de d'ODS. Voilà. Et donc là, France Bleu relaye cet appel à l'aide de la Banque alimentaire qui a donc besoin de bénévoles pour la collecte des produits. Donc une collecte qui a lieu en Savoie le 24 et 25 novembre. Et donc on demande aux gens qui le veulent bien de venir aider à récupérer ces denrées non périssables dans la plupart du temps des grandes surfaces, mais aussi de venir aussi derrière les trier, les stocker pour après pouvoir les diffuser. À savoir que cette opération mobilise 1500 personnes
et qu'en Savoie, 140 tonnes de denrées ont été collectées via 90 magasins. Il y en a de plus en plus de gens qui ont besoin justement de la banque alimentaire des Restos du Cœur. On en a aussi parlé cette semaine. Il faut de plus en plus de bénévoles pour aider de plus en plus de personnes malheureusement dans le besoin. Il nous reste un petit peu de temps, Cécile. On va dire quelques mots sur le Club de la Presse. Donc tu es présidente du Club de la Presse. Il y a des actualités. Vous cherchez toujours des membres? Alors, chercher, c'est un grand mot. On les accueille avec bienveillance et évidemment bonne humeur. Le club, c'est quoi? C'est une association donc, à laquelle prennent part des communicants et des journalistes à titre personnel. Ça n'est pas un syndicat, ça n'est pas un réseau professionnel, c'est vraiment convivial. On se réunit pour échanger autour de nos métiers, pour visiter des sites, des entreprises, et puis pour essayer de créer du lien et de l'enrichir. Et il y a plein de choses à faire. Oui. Merci beaucoup, Cécile. On te retrouve le mois prochain, normalement, si l'emploi du temps le permet. Si tout va bien. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Je te laisse rejoindre la régie et puis va me rejoindre sur le plateau et sur ce canapé Julie Mazet, médecin généraliste et également secrétaire générale des généralistes de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors on va aborder bien évidemment plusieurs thèmes, ils sont d'actualité. Ma première question, elle est simple et elle est directe. Médecin de ville ou de campagne, est-ce que c'est un métier en danger? C'est un métier en danger, c'est un métier en voie de disparition, c'est certain. Nous sommes extrêmement préoccupés à l'heure actuelle pour nous, pour nous-mêmes et surtout pour les patients, pour les Français qui sont à l'heure actuelle en grande difficulté, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette profession? Qu'est-ce qui fait que les jeunes ne veulent plus se tourner vers ce métier de médecin généraliste? Alors c'est une vaste question, il faudrait 3 émissions, je pense, pour y répondre. Déjà, c'est un sujet complexe. Il y a une composante nationale et des composantes départementales, parfois locales, particulières. On paye quand même une mauvaise politique des 10-20 dernières années. Je veux dire, ce souci-là, on savait que ça allait arriver. Les politiques n'ont pas fait grand-chose. Les chiffres, la démographie était prévue en baisse depuis très longtemps et elle va encore diminuer. Il faut être très clair par rapport à ça. Donc, on le savait. Et maintenant, finalement, on arrive en extrême urgence. Nos politiques commencent un petit peu à bouger enfin. Alors, ce n'est pas trop tard, mais il faut que tous ensemble, les politiques, les patients, les citoyens, les médecins, tous ensemble, on trouve des solutions. Mais il n'y a pas un coupable et il n'y a pas une solution miracle, ça c'est certain. Alors, on dit souvent que les jeunes médecins ne veulent pas aller s'installer à la campagne, dans des territoires un peu éloignés. Pour autant, la Haute-Savoie peut paraître un territoire attractif, mais vous êtes aussi confronté à ce problème. On est totalement confronté. Alors certes, la Haute-Savoie n'est pas le département le plus en difficulté. Il y a des installations, mais elles ne suffisent pas à compenser d'une part les médecins qui partent à la retraite. Il n'y a pas de création de cabinet. Et la particularité de la Haute-Savoie, c'est un département qui est très attractif. À Annemasse, par exemple, la population croît de 2%, le chiffre national, c'est 0,4%. Donc non seulement on a tous ces médecins retraités qui partent, qui ne sont pas remplacés, et un afflux de population. Donc oui, la Haute-Savoie est attractive, mais elle est attractive entre autres grâce à la Suisse. Donc les gens viennent pour travailler en Suisse, ne viennent pas pour s'installer en Haute-Savoie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces jeunes médecins justement viennent sur ces territoires qui sont quand même attractifs? Faut quoi? Faut de l'aide des mairies, du département, de la région, de l'État? Effectivement, un des problèmes dans notre secteur, on est en zone frontalière. Le foncier est extrêmement coûteux. Donc il est vrai qu'avec nos honoraires, on n'a pas le même pouvoir d'achat dans la Creuse qu'à côté d'Annemasse, à côté de Genève, c'est certain. Donc il faut que les mairies participent et aident les jeunes qui souhaitent s'installer. C'est certain. Après, en Haute-Savoie, on n'est pas un département avec un CHU. Donc les jeunes internes, les jeunes médecins, on le sait, restent souvent près des CHU, Lyon, Grenoble. Donc il faut tout faire pour attirer ces jeunes internes dans nos départements. Par exemple, favoriser la maîtrise de stage, faire venir les jeunes médecins dans les cabinets de médecins généralistes, mais aussi chez les spécialistes. C'est très important. Justement, d'ailleurs, les internes vont désormais passer 1 an au lieu de 6 mois en stage chez un généraliste de ville. Ça peut aider aussi Ça aide, c'est certain. Ça, il faut le favoriser. On y est totalement favorable. C'est fondamental. Accueillir les jeunes médecins, faire en sorte qu'ils aient moins de peur, de crainte à exercer ce métier qui reste formidable au quotidien.
En leur transmettant voilà, notre savoir, nos connaissances et notre amour de ce métier. Ça veut dire que par exemple les médecins peuvent aussi s'associer, c'est plus facile de s'associer, de faire un cabinet des maisons médicales ou pas forcément? C'est indispensable. Alors, il y a différentes façons de s'associer. À l'heure actuelle, effectivement, on parle beaucoup des maisons de santé pluriprofessionnelles. C'est une forme très intéressante qui peuvent sécuriser les futurs jeunes médecins. C'est vrai que les jeunes médecins souhaitent travailler en groupe, interagir aussi avec les infirmières, les kinés, les psychologues, vraiment avoir cette vie de groupe qui sécurise et qui est aussi une émulation intellectuelle qui est très intéressante pour mieux prendre en charge le patient. Mais aussi, on va aussi vers des systèmes de meilleure connexion entre nous sur un territoire. Par exemple, de s'associer, mais à distance, avec des logiciels qui nous permettent à présent d'interagir entre nous. De faciliter tout ce travail à côté, en plus du travail de médecin généraliste, tout ce côté paperasse, comme on dit. On peut travailler ensemble, mais pas forcément sur un même lieu. C'est très important. Alors, vous venez de gagner une bataille, si je puis dire, avec l'annulation du tiers payant généralisé. Certains dénoncent cette attaque contre le progrès social. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds à ça. Il faut rassurer les Français par rapport à ça. Le tiers payant, nous le faisons tous les jours. Nous, tous, médecins. Pour les patients les plus en difficulté, la CMU existe. Il n'y a pas d'avance de frais. Pour nombre de consultations, c'est totalement pris en charge par la Sécurité sociale. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas pour la médecine générale, je ne pense pas que le problème du prix de la consultation soit un souci, puisque nous avons actuellement tous les outils pour aider nos patients ou à ne pas payer ou à payer une somme modique. Parce que ce que les patients ne comprennent pas, c'est pourquoi vous ne vouliez pas le faire, parce que pour eux, finalement, ça ne fait pas payer. Qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement? Pour nous, c'était extrêmement complexe. De toute façon, il faut bien imaginer que sur une consultation de 25 €, il y a une part sécu, une part mutuelle. Le tiers payant sur la part sécu, c'est simple, on est payé très rapidement par la Sécurité sociale. La part mutuelle, on a affaire à environ 400 mutuelles. Et c'était techniquement, ce n'est pas faisable à l'heure actuelle, c'est extrêmement complexe et nous aurions dû en permanence vérifier ces migrations d'honoraires et ça nous aurait en plus fait des journées à rallonge ou alors on aurait dû par exemple employer un comptable ou des personnes, des sociétés informatiques pour vérifier que nous ayons bien été payés. Donc trop de temps administratif, trop de contraintes pour récupérer cet argent. Alors, il y a également l'augmentation des prix sur les consultations dites complexes. Ça aussi, les gens ont peut-être du mal à comprendre que, du coup, pour une consultation dite complexe, on est à payer 60, 70, 80 €. Comment ça va se passer concrètement? Alors déjà, pas de fantasme. On a eu l'impression qu'au 1er novembre, on allait payer 70 € pour aller chez son médecin. Ce n'est pas vrai. Le tarif de la consultation est à 25 €. Ça ne change pas pour l'instant. Effectivement, le gouvernement, mais aussi mon syndicat, s'est vraiment battu pour que certaines consultations soient valorisées. Quand on passe une demi-heure, 45 minutes avec un patient pour annoncer un cancer et le plan thérapeutique, il n'est pas acceptable d'être rémunéré 25 €. Ce temps-là, on le prenait, on l'a toujours pris et on le prend encore, sauf qu'actuellement, on peut être rémunéré pour ça. Donc, ces consultations sont très cadrées, très définies. Quelques exemples, une consultation à 46 € pour prévenir l'obésité infantile. C'est une consultation qu'on peut coter une fois par an, par enfant, en risque d'obésité. C'est-à-dire qu'il vient une fois et après, s'il doit revenir, c'est une consultation normale? Tout à fait normale. Et il faut savoir aussi que cette consultation est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale. Il n'y a pas d'avance de frais, c'est un tiers payant de fait. Pareil, une autre consultation, la première consultation chez la jeune fille pour la contraception, où on parle contraception, maladie sexuellement transmissible, est une consultation complexe cotée à 46 €. On ne peut la coter qu'une seule fois. Pareil, 100% pris en charge par la Sécu. Il n'y a pas de crainte à avoir. Alors pareil, pas de crainte pour les patients qui se diront si j'y vais pour un simple rhume, comme c'est que 25 €, je serai moins prioritaire que quelqu'un qui vient pour faire une consultation plus complexe. On n'hiérarchise pas les choses comme ça. On ne connaît que très rarement le motif de consultation quand un patient prend rendez-vous auprès de nos secrétariats. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a pas de choix. Nos patients, nous les prenons quel que soit le motif, bien sûr. Alors, dernière question, le thème des vaccins obligatoires, votre avis par rapport à ça? Alors, moi, au sein de mon cabinet, mon avis individuel, c'est que je prône toujours le dialogue et l'éducation. C'est fondamental. Il faut quand même souligner que notre ministre a été courageuse. Elle a pris une décision claire, elle a consulté tout le monde pendant des semaines et elle a mis fin à un flou qui persistait depuis des années avec quelques vaccins obligatoires, des vaccins annexes. Et donc maintenant, les choses sont claires. Il y a l'obligation. Donc le but, effectivement,
On ne forcera pas les parents, mais grâce à cette loi, au moins les choses seront claires pour les patients et pour les médecins. Certains qui disent que c'est un lobby, non, pour vous c'est nécessaire. Le vaccin, sur un point de vue de la santé. Hein, le vaccin est un médicament comme les autres, produit comme les autres par des laboratoires. Il n'y a pas d'angélisme à avoir, les laboratoires sont là pour faire de la recherche, gagner de l'argent, mais on ne fait pas les lois, on ne prescrit pas en fonction de ça, jamais. C'est pour l'intérêt de la population en général et des enfants. La vaccination est un acte individuel, mais un acte collectif. On se vaccine pour soi et en se vaccinant, on protège les autres et les plus fragiles. Eh ben, merci beaucoup Julie Mazet d'avoir été avec nous et d'avoir abordé ces thèmes très complexes. On a réussi à synthétiser, j'espère, pour nos téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis on va partir direction Paris, où a lieu le congrès des maires de France. On est avec Nicolas Rubin et Vincent Rolland et Pierre Boucaud va les interroger. Bonsoir messieurs. Bonsoir, oui, on est en direct depuis les locaux de Savoie-Mont-Blanc Tourisme, ici à Paris. Et l'ensemble des maires des départements ont été réunis à l'occasion du congrès des maires de France. Et donc les deux coprésidents sont avec nous. Alors, première question, Nicolas Rubin, quelles sont un peu les tendances, les premiers chiffres du marché qui s'annoncent? Tout d'abord, Pierre, permettez-moi de vous remercier vivement de déplacer jusqu'à nous à Paris pour cette rencontre entre les élus et les acteurs de la montagne ici dans les locaux parisiens de Savoie-Mont-Blanc. Alors la tendance cette année, pour la première période de la saison qui est celle de Noël, eh bien, figurez-vous qu'elle est plutôt bonne, même très bonne par rapport à 3 hivers successifs qui n'ont pas été très favorables pour les touristiques. Et je crois que les efforts consentis de l'ensemble de nos partenaires qui ont accueilli les clients de façon à la justesse et à la précision font que la confiance de nos clients est toujours présente pour la destination Savoie-Mont-Blanc. Et puis tout au long de l'hiver, les réservations sont bonnes aussi. Le constat de l'Observatoire est celui-ci aujourd'hui. Et puis mécaniquement, on va aussi faire parler de la marque Savoie-Mont-Blanc au travers des grands événements sportifs internationaux, le biathlon du Grand Bornand et puis le période de la première neige, la Coupe du Monde de Val d'Isère. Et puis il y en aura tout au long de la saison qui vont s'échelonner parce que Savoie-Mont-Blanc est un territoire de vie, un territoire d'action et un territoire sportif de haut niveau. Alors ce matin, il y avait donc à l'occasion du congrès des maires de France une réunion entre l'association des maires de stations de montagne et les parlementaires de montagne dont vous êtes Vincent Rolland. Et donc qu'est-ce qui s'est dit dans ces échanges? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces réunions? Tout simplement, les montagnards doivent s'unir, faire entendre leur voix, puisque l'État maltraite en termes de dotation, en termes de fonds de péréquation, tant et si bien que petit à petit, les finances de nos collectivités se dégradent et une entreprise, quelle entreprise on lui retire les moyens d'investir, eh bien nous risquons tout simplement de perdre la place de leader. Je rappelle que Savoie-Mont-Blanc est la première destination ski au monde avec près de 40 millions de nuitées touristiques rien que sur l'hiver. Et pour cela, il faut nous laisser travailler et arrêter de venir prendre dans les caisses de nos collectivités savoyardes. Alors je crois justement que Nicolas Rubin, vous allez voir le président de la République tout à l'heure, dans quelques minutes, vous allez porter ce message? Oui, on va porter ce message, on va surtout être à son écoute. Il a certainement lui-même des messages à faire passer aux élus nationaux. Il n'y aura pas que la montagne fixée. Mais en tout cas, on attend des mots forts. Alors est-ce qu'ils seront présents ce soir à l'Élysée? L'invitation est avant tout républicaine. À peu près 1500 élus dont nous faisons partie s'y rendront ce soir. On va, je l'espère, ressortir de l'Élysée avec des messages forts à notre attention. Il y a un petit doute avant d'entrer. J'espère qu'en sortant, on l'aura plus. Alors, il y a des nouveaux ambassadeurs, l'école de ski français qui va devenir ambassadeur de Savoie-Mont-Blanc. C'est la dernière question, c'est une nouveauté pour cette rentrée cette année. Savoie-Mont-Blanc mise pour se développer sur ces ambassadeurs qui vivent et travaillent dans le territoire. Et nous avons effectivement passé un partenariat avec le syndicat national des moniteurs du ski français qui sont de très beaux et de très belles ambassadrices dans notre territoire, de la sorte à ce qu'ils puissent prescrire, faire aimer, faire partager l'immensité, la beauté, la vie de notre territoire aux vacanciers. Ce partenariat se met en place dès cet hiver avec pour objectif 1000 voire 2000 moniteurs et monitrices de ski de Savoie-Mont-Blanc adhérant au programme ambassadeur de notre destination.
Eh bien, merci. Bonsoir à tous les deux. Et on se retrouvera sans doute en direct depuis cette fois Saint-Germain-des-Prés pour la montée directement Saint-Germain-des-Prés. Merci. Merci beaucoup Pierre, effectivement on le retrouvera normalement demain à Paris, pareil pour Saint-Germain-des-Neiges. Fanette m'a rejoint sur ce plateau, je me sentais un petit peu seule ici. On va parler de ta série cette semaine sur le bio. Est-ce que c'était facile de les trouver, toutes ces personnes qui travaillent dans le bio? Alors c'était facile pour deux raisons, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux déjà, ces producteurs et entreprises qui se spécialisent dans le bio. Et puis j'ai triché, je suis allée piocher dans ce super livre Vagabondage bio en Haute-Savoie, il y avait plein de portraits très sympas. Donc je suis allée piocher dedans, ça m'a donné quelques pistes. Alors du coup tu t'es intéressée au thé, aux pâtes de fruits et au vin, si je ne me trompe pas. C'est ça. Alors on commence avec le producteur de thé, où est-ce qu'il se trouve Alors c'est même un producteur de plantes aromatiques et médicinales. Donc son jardin qu'on voit là est à Cusy, c'est au pied des Bauges. Son atelier est un petit peu plus loin, mais voilà, dans la même zone. Et donc lui, il cultive et transforme aussi ses plantes pour en faire des tisanes, des liqueurs, son génépi, voilà. Alors on regarde un petit extrait, on en reparle juste après. Depuis 20 ans, Benoît Claude travaille en sifflotant. Et pour cause, il y a 20 ans tout juste, l'homme change de vie et crée sa propre activité. Il sera producteur de plantes aromatiques et médicinales. À l'époque, il est l'un des premiers en pays de Savoie. Il se choisit alors un nom qui en dit long, le sanglier philosophe. Moi j'aurais pu faire autre chose, hein. Je suis agronome, donc j'aurais pu bosser dans les produits phyto ou n'importe quoi. Et bon, là j'ai fait ce choix-là. Voilà. On a peut-être moins un niveau de vie comme on aurait pu avoir au niveau de la famille si j'avais travaillé dans une boîte classique. Mais par contre, au niveau de la qualité de la vie, c'est super. Enfin, j'aime bien proposer quelque chose de qualité aux gens, et c'est aussi pour mettre en valeur tout le potentiel qui peut exister dans toutes ces plantes. Alors ça s'appelle le sanglier philosophe. Oui. C'est un nom assez rigolo. Oui, alors la petite histoire, je suis allée répéter tout à l'heure, c'est qu'en fait il avait vu un restaurant qui s'appelait le Zébu Philosophe à Madagascar, et quand il a créé son entreprise il y a 20 ans, il a cherché un nom, ce nom-là lui est revenu, et le sanglier était l'animal des druides, et donc voilà, lui qui est dans les plantes, etc., le lien a été fait. C'est facile de vivre de ça? Mais il le dit dans l'interview, c'est sûr qu'il aurait pu vivre mieux. Il est agronome à la base, Benoît Claude. Et voilà, c'est un choix de vie, c'est-à-dire qu'il est dehors une grande partie de l'année. Son atelier donne sur son jardin, il fait ce qu'il aime. Donc voilà, et puis il se sent moins seul aussi, parce que maintenant ils sont encore plus de producteurs, mais puisque la demande a aussi augmenté, il n'y a pas de concurrence féroce entre les producteurs, mais il y a plutôt du soutien, il y a une filière qui s'est créée. Donc il a l'air plutôt heureux. J'ai rencontré que des gens heureux dans cette série. Alors d'autres gens heureux du coup, parce que alors Noël approche, du coup c'est Noël, pâtes de fruits, ça va ensemble. C'est ça. Alors ça je trouvais ça plutôt rigolo. Ils sont deux au bout du lac. Voilà, c'est un petit atelier spécialisé dans la pâte de fruits. Je ne savais même pas que ça existait. Et encore plus dans le bio. Donc voilà. Donc ça c'est l'épisode qu'on va voir ce soir. Et donc ils sont deux, et là ils ont un vrai discours engagé aussi sur ce que peut représenter le bio. Ils essayent de regrouper les livraisons quand ils vont chercher leurs fruits un petit peu plus loin. Ils essayent de payer au juste prix les producteurs de fruits. Enfin, voilà. Oui, c'est un vrai engagement. En dehors de faire bio, les trois ont un vrai engagement aussi à côté. Un engagement personnel d'avoir une vie en adéquation avec leurs idées et d'être bien dans sa vie. Et puis un engagement aussi, elle le dit la dame ce soir dans le reportage, c'est une petite pierre dans une chaîne vertueuse. Et le dernier, alors celui qui passera demain sur le vin bio, il y en a de plus en plus aussi. Voilà, il y en a de plus en plus aussi. Et alors ce que j'ai appris en fait quand j'ai rencontré Florent Itier qui est basé à Frangier, donc lui il est passé au bio il y a 7 ans de mémoire, et il est aussi labellisé biodynamie, donc c'est-à-dire qu'il va encore plus loin. Et avec là pour la le coup, etc. Voilà, donc il y a la lune, et puis il y a aussi au niveau des substances utilisées pour protéger des maladies, etc. C'est des quantités encore moins importantes que le bio.
Et là, pour le coup, ils sont que 5 sur les Pays de Savoie, l'Isère et l'Ain. Donc, et il a une toute petite production, 8000 bouteilles par an. Alors on regarde un petit extrait qui passera demain dans le JT. Chaque année, Florent Héritier produit 8000 bouteilles sous l'AOC Roussette de Savoie et l'AOC Vin de Savoie. Une petite production de vin qui a évolué avec le passage au bio. Puis toujours, ça m'embêtait d'utiliser tous ces produits de synthèse qu'on ne connaît pas trop. On ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Et donc déjà, un des premiers arguments, c'était pour moi, pour ma santé à moi. Et puis après, parce que je trouve que c'est plus sain de travailler en bio qu'en conventionnel. Pour moi, il a évolué dans le bon sens. C'est-à-dire après, on a des vins, je pense qu'en bio, on a des vins avec plus de matière en bouche, plus de volume. Alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais est-ce que tu as goûté quand même? Oui, il m'a offert une petite bouteille Florent Héritier de blanc. Et moi qui ne suis pas très blanc, j'ai trouvé le vin pas mal. Je ne l'ai pas bu toute seule, la bouteille. J'étais accompagnée en famille avec des gens qui s'y connaissent un petit peu plus que moi. Et il a été apprécié. Il est particulier, mais il a été apprécié, ce vin. Bon, alors le reportage sur le vin à découvrir demain, ce soir sur les pâtes de fruits. Et donc tous les autres, on les trouvera, on fera d'autres portraits plus tard, a priori. C'est ça, voilà, ma prochaine série. On va faire des séries complètes. Bon, il y a Olivia qui a ouvert bruyamment la porte du plateau, donc elle va nous rejoindre sur le canapé avec sa douceur habituelle. Tu nous as entendu parler de vin et du coup... ça t'a donné envie. Mais il n'y en a pas sur le plateau, hein, parce que ça sert à rien. Il y a des tasses d'eau. Alors, les titres du JT, rapidement, on commence avec la carrière d'Anglefort. Exactement, donc c'est Kimberly Trivio qui nous emmène sur ce chantier qui fait polémique. De nombreux opposants sont contre ce projet, des travaux qui devraient durer 30 ans, donc elle nous expliquera en quoi il consiste. Et le deuxième titre, tu as titré parce que Fanette est à tes côtés sur sa série. Voilà, donc ce soir, on va à la découverte de la fabrication de pâtes de fruits. Donc on a vu un petit extrait et ça donne déjà bien envie. Et sans oublier aussi, on reviendra sur le décès de Jean-Louis Mivel qui a eu lieu hier soir. Très bien, merci beaucoup Lyon. Donc on te retrouve tout de suite pour le JT. Demain dans Accès Direct, je recevrai Vincent Poirier de BD Fugue. Il nous a fait une petite sélection, vous le verrez. Nous recevrons également l'association SOS Femmes Violence, et Christian Arnal sera avec nous pour nous parler de son livre La Vallée des Bêtes-Villes. Donc tout de suite le JT avec Olivier Boisson et moi je vous dis à demain 18h pour Accès Direct.